Bonjour à tous, nouvel épisode du podcast de l'atelier du coureur, donc avec Jean-Cyril qui finit sa collation, coureur émérite, toujours jeune marathonien, enfin il en avait déjà fait plusieurs, mais voilà, là il revient d'un beau marathon du Beaujolais. Et Cédric, toujours kinésithérapeute, toujours intéressé par la course à pied, toujours formateur sur le sujet, toujours auteur sur le sujet, oublions pas, j'ai publié quand même quelques articles aussi, ça c'est pour flatter mon large ego. On va reparler aujourd'hui un petit peu, Jean-Cyril, de chaussures, parce que la semaine dernière on avait fait un super podcast, on avait évoqué beaucoup de choses, mais on pourrait en parler encore des heures. On va pas reparler des heures, vous inquiétez pas à ce coup-là, mais on aimerait quand même aborder un peu des sujets qui sont assez intéressants, comme la pronation, les idées reçues sur la pronation, le drop et ses nombreuses idées reçues et comment nous kinés on peut jouer sur le drop et pourquoi on va jouer là-dessus. Et puis on voulait parler aussi un petit peu de quelques éléments techniques. Les coques calcanéennes par exemple, ce genre de choses, les systèmes anti-torsion dans les chaussures, les semelles bidonsité, toutes ces petites choses que les chaussures vous vendent, et on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors Jean-Cyril, je te propose qu'on attaque un petit peu avec la pronation, parce que c'est un sujet qu'on a longtemps et qu'on continue encore un petit peu à exploiter. On a longtemps eu cette idée que si on a de la pronation, on était à risque de plein de blessures, d'aponévrosite plantaire, de tendinopathie d'Achille, de syndrome fémoro-patellaire, de périostite tibiale. On avait une cascade de trucs. Et c'est toujours très ancré dans l'esprit de beaucoup de gens. Alors ça se dit un petit peu moins en école de kiné, mais jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps, on récupérait des étudiants qui étaient à fond à nous dire ouais, les profs ils nous ont dit la pronation, tout ça, faut quand même la limiter au maximum. Comme quoi des fois la science a un petit peu de vas-y. Là, donc deux trucs là. Tu peux nous redire ce que c'est que pronation et supination et vous apprenez que pronation c'est pire que supination. Alors, on l'a appris à un moment, on l'a appris comme ça. La pronation, c'est quand ton pied, l'arche interne de ton pied, elle va aller s'effondrer, s'écrouler, et ton pied il va rouler sur le bord interne. Donc à l'intérieur. Donc ton pied droit, il va partir vers le pied gauche, il va mettre l'appui à fond sur la gauche. La supination, au contraire, c'est quand tu vas rouler vers ton bord externe, donc tu vas mettre ton pied à l'extérieur. Donc ton pied droit, il va rester en appui sur son côté droit, et l'intérieur à gauche va limite pas toucher le sol. Voilà, ça c'est les petits trucs. On associe ça avec souvent, pour la pronation, un valgus de l'arrière-pied, donc ça fait un L quand on le voit de derrière, ou un varus pour la supination, donc là tu as la coque talonnière, l'arrière du pied qui va repartir vers l'intérieur. Voilà, ça c'est un petit peu pour les puristes. C'est un truc où on a eu dans les idées reçues des gens, et même dans notre profession, on a longtemps dit, voilà, pronation c'est vraiment pas bien. Dès le début des années 80, sans reprendre une référence musicale que certains ont peut-être, au début des années 80, donc, on a un auteur qui s'appelle Bennonig qui a commencé à publier des articles en nous disant écoutez, j'ai testé plein de gens, et je me rends compte que ces gens qui ont de la pronation, finalement, ils sont pas tant à risque de blessure. On a des coureurs qui ont de la pronation, qui sont pas blessés, et finalement, ils sont pas à risque de blessure. On a eu des études. On a eu une formidable étude d'un gars qui s'appelle Knapik, je crois qu'on en avait parlé sur un autre épisode de podcast. Donc il a testé 6000 militaires américains. Il a regardé les pronateurs et leur mettait des chaussures anti-pronation, les neutres des chaussures pour les neutres, les supinateurs des chaussures anti-supination, et il regardait s'il y a un groupe qui se blessait moins que les autres. Finalement, le groupe qui se blessait plus, c'était les supinateurs avec des chaussures anti-supination. Puis après, il s'est dit, ok, testons un peu, est-ce que la chaussure a une influence? Donc, je mets un pronateur, je lui mets une chaussure pour supinateur, est-ce qu'il se blesse plus? Résultat, le groupe qui se blesse toujours le plus, c'était les supinateurs avec des chaussures anti-supination. Alors attention, c'était un taux de blessure qui était relativement faible, c'était pas un gros risque de blessure en plus, mais on va dire qu'il se blessait un tout petit peu plus. En fait, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que, quel que soit ton pied, que tu sois plutôt pronateur, plutôt supinateur, finalement, peu importe la chaussure que tu mets, ça change pas beaucoup ton risque de blessure. Donc à la limite, prends encore une fois la chaussure qui est le plus confortable pour toi, ça ira très très bien. Un truc aussi, la pronation,
c'est un mouvement, c'est pas un état, c'est pas une position. Les gens vont me dire, ah bah oui, mais j'ai le plié pas ou le pied creux. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un état statique. Et ensuite, quand tu fais faire des mouvements, par exemple, tu enlèves les chaussures, les chaussettes de ton patient, tu le fais sauter un petit peu sur place et tu regardes si son pied, il reste sur le bord externe ou s'il part sur le bord interne. Là, à ce moment-là, tu peux te dire, ok, il y a de la supination ou il y a de la pronation. Mais encore une fois, quand on teste quelqu'un en statique, ça a très peu de valeur parce que finalement, les gens, quand ils se mettent à bouger, on a des fois des surprises. On a des gens qui ont des pieds plats, quand ils se mettent en action, leur pied devient creux parce que les muscles se réveillent. Mais par contre, quand ils sont au repos, les muscles sont pas forcément actifs. Inversement, on a des gens qui ont des pieds qui sont très très creux et qui vont quand même prendre de la pronation, qui vont quand même s'écrouler sur l'arche interne quand ils vont être en action. Ça aussi, ça a été étudié, réétudié. Alors désolé encore pour les fans des études, là j'ai plus l'étude sous les yeux, mais notre position en statique, les tests statiques ne sont pas prédictifs de la façon dont on bouge. Pour ceux qui veulent vraiment, je retrouverai les publis après et on les mettra en petits sous-titres dans les commentaires, tout ça. Il n'y a pas de problème, c'est prouvé, on balance pas des infos comme ça, on n'est pas là pour ça. Quand je suis debout, pour revenir à... Quand je suis debout, tu me regardes debout et tu peux pas dire comment je cours. C'est ça, pour résumer. Ouais, c'est ça l'idée. Comment va être ma foulée, tu vas pas dire si je pars à droite, à gauche, si je suis pronateur, tu peux rien dire. Pas du tout. Parce que parfois on a des gens qui sont parfaitement bien alignés et tu les mets en mouvement, ça devient un bazar pas possible. Inversement, on a des gens qui sont, quand ils sont debout, à l'arrêt, entre guillemets, super mal foutus, avec des genoux valgum, c'est-à-dire des genoux qui partent en L, en X, des pieds qui s'écroulent, qui sont complètement tordus, et là tu les mets à sauter, tu les mets à courir, tu les mets à tout ce que tu veux, et tu te rends compte qu'en fait, à ce moment-là, quand ils sont pas sur une attitude de repos, quand ils sont sur une attitude active, la nature fait bien son travail et les corrige un petit peu. Donc, encore une fois, c'est pas du tout un truc qui est prédictif. Sur ces études aussi sur le pied, en dehors de l'étude de Knapik, on a une étude de Nielsen qui a été faite en 2014 qui nous dit finalement qu'une pronation modérée, c'est pas un risque de blessure. Nielsen, il a testé, je crois, plus d'1 millier de personnes dans son étude, donc on a quand même une puissance d'étude et une méthodologie qui était plutôt bien foutue. On a des travaux de Willy aussi en 2018 qui nous disent que finalement, la pronation, il a essayé de cibler un petit peu les facteurs de risque sur toutes les blessures, que la pronation, c'est surtout un facteur de risque, éventuellement un peu pour les périostites, donc quelqu'un qui a vraiment des périostites, s'il a une pronation qui est importante, rapide, massive, etc., ok, il y a un petit facteur de risque, mais pour tout le reste, finalement, on s'en fiche, on est dans du pas significatif, tu vas peut-être avoir 1% de plus de risque de faire une tendinopathie d'Achille, 1% c'est rien, à la limite, tu vas t'amuser à faire des séances de côte, ton risque il va augmenter beaucoup plus largement. Donc voilà, la pronation c'est un truc qu'il faut débunker, on s'en fiche finalement. Débunker chez les kinés, parce que moi j'en ai... Ouais, débunker chez les kinés, débunker chez beaucoup de coureurs, on a beaucoup de coureurs qui sont un petit peu comme ça. Qui pensent ça aussi. Ouais, il y a encore des coureurs qui sont là, pronation. On avait une grande marque de magasins de sport qui, il y a encore pas très longtemps, avait fait de la pub en disant nos vendeurs, ils sont experts, c'est peut-être des étudiants, mais voilà, ils vont vous regarder, ils savent si vous êtes en pronation ou en supination. J'ai envie de dire, tant que ton coureur il est pas blessé, tant que ton coureur il a pas de symptômes, voilà. Pour un kiné qui peut nous écouter, j'ai envie de dire, à la limite, t'as un patient qui est blessé, qui a une douleur, qui présente une forte pronation, t'essaies de corriger cette pronation, tout un tas de moyens, soit c'est des exercices, soit c'est du contrôle moteur, soit c'est corriger une cadence, faire de la correction de foulée, n'importe quoi, tu peux toujours trouver un truc qui va t'aider à corriger la pronation. Si tu corriges et tu sens que tu as une modulation des symptômes, que tu améliores la symptomatologie de ton patient, ok, très bien, c'est que ça fonctionne plutôt bien, qu'on peut garder l'idée. Et puis la plupart du temps, tu vas essayer de faire tes corrections, finalement ton patient il ira pas mieux, parce que sa problématique, elle vient pas de sa pronation, elle vient d'autres facteurs, la charge d'entraînement, le dénivelé, les chaussures, il y a plein de choses qui peuvent jouer là-dessus, mais c'est pas forcément lié à ce mouvement-là. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Moi, je suis très pragmatique quand j'ai un patient qui arrive au cabinet, quelqu'un qui a une pathologie avec entre guillemets un valgus de genou, une pronation, je le fais courir, on regarde, on essaie de moduler les symptômes, si ça améliore tant mieux, si ça améliore pas, et la plupart du temps ça améliore pas tant que ça, c'est que la problématique vient d'ailleurs et elle vient pas forcément du mouvement.
J'adore, moi, ça fait un bout de temps qu'on discute maintenant, moi j'adore c'est des deux choses, c'est que t'expliques que globalement c'est pas la foulée qui blesse, donc c'est pas la façon dont tu cours qui te Mm. blesse, et cette expérience que j'avais eue moi au séminaire des kinés à Valence, c'est-à-dire on courait, il y avait que des kinés à part moi, et il y avait un des kinés qui disait mais regarde la foulée dégueu qu'il a, il est kiné, c'est une honte, etc. Et toi tu m'avais dit mais il n'y a pas de. C'est pas la foulée qui fait quoi que ce soit, qui gêne quoi que ce soit, même si Ouais, la foulée elle ressemble à rien, qui court dans tous les sens, qu'il a les ouais. jambes qui se touchent, On etc. en, on en avait, on en avait parlé un petit peu, hein, d'ailleurs à Rééduca, au salon Rééduca, hein, Et tu sur m'avais dit c'est une vraiment un mythe que nous les option. kinés on a en disant que on doit soigner notre foulée, l'allure de notre foulée pour ça. Et tu vois, le fait que ça vienne d'un kiné sur un kiné. Bon après c'était rigolo de se moquer de l'autre, hein, mais voilà. On a plein de gens qui courent très 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 bizarrement, hein. Tu prends toutes les coureuses qui viennent de la corne est de l'Afrique, hein, donc Érythrée, Somalie, Kenya, etc. Euh, Elles ont toutes de la pronation, elles ont toutes du valgus dynamique, elles ont toutes des bascules contrôlatérales du bassin. C'est des trucs que nous kinés, quand on regarde ça, notre premier réflexe c'est de dire j'aime pas ça. Et puis finalement, elles sont pas plus à risque de blessure et on s'en contrefou. C'est vraiment quelque chose qui est pas si important que ça. On est en train de commencer à travailler là avec un autre kiné, un Nicolas Béchaud, sur un petit peu l'efficacité des corrections de foulée. Puis on se rend compte qu'en fait, les corrections de foulée, ça peut aider à moduler les symptômes, mais finalement, c'est pas si efficace que ça. Parce que on se rend compte que finalement, la façon dont on court, notre biomécanique, notre cinématique, elle a pas une importance. C'est une partie de l'équation, hein, c'est bien entendu, c'est pas rien, mais pour sortir des chiffres comme ça de mon chapeau, hein, qui sont pas forcément fiables, c'est peut-être 5%, 10% de la façon dont on court. Tout le reste, on est plus sur des facteurs externes, le terrain, les côtes, les séances de vitesse, pas de vitesse, la charge d'entraînement, toutes ces choses-là. La fatigue, on a des papiers qui sont sortis très récemment, là 2025, sur le sommeil, le repos, le manque de repos. Voilà, qui sont des facteurs qui jouent. On a des travaux aussi, entre autres de Tim Gabbett, sur les temps de récupération. Quand tu fais par exemple une séance de fractionné, tu sais que tu vas solliciter beaucoup tout ce qui est cardio-respi, tu sais que tu vas avoir une haute intensité au niveau musculaire, donc il va te falloir pratiquement 72 heures de récupération derrière. À l'inverse, on en avait parlé, hein, d'ailleurs sur un dernier podcast, le fameux podcast avec les IRM, qui a fait beaucoup réagir de gens. On a ressorti, hein, les références biblio, beaucoup d'études qui nous viennent d'Asie, des études de Schutz également, qui ont montré que finalement un délai de récupération d'un cartilage, ça Tim Gabbett, hein, l'a encore remontré sur ses travaux, fin 2024, début 2025, j'ai plus la date exacte en tête. Je sais que c'est une ref que j'ai rajoutée à mes formations là en tout début d'année. Il nous a montré qu'un cartilage, grosso modo, 30 minutes après l'effort, le cartilage il avait récupéré. Donc on a une récupération qui est très très rapide. À l'inverse, on a d'autres tissus qui récupèrent plus longtemps. Ça a joué sur ces facteurs-là. Ça a beaucoup plus d'incidence en termes de prévention de blessures que ce qu'on peut faire sur simplement de la foulée. On n'est pas sur le même niveau entre guillemets de contrainte ou d'incidence sur le risque de blessure. Un autre point que je voulais voir sur les chaussures, qui est souvent un point où on a là encore énormément d'idées reçues, c'est le drop. Le drop, c'est la différence de hauteur, d'épaisseur de semelle entre le talon et entre la tête des métatarsiens. Donc quand on parle d'un drop 0, c'est-à-dire qu'on a le pied qui est complètement à l'horizontale. Il y a autant d'épaisseur sous le talon qu'il y a d'épaisseur sous l'avant du pied. Quand on parle d'un drop de 4, c'est qu'on a à peu près 4 mm sous le talon. Drop de 6, drop de 8, on a des chaussures qui doivent monter jusqu'à drop de 12. Après, sur certaines soirées parisiennes, on peut avoir des drops beaucoup plus importants, avec des chaussures un peu... bon, voilà. C'est ta vie privée après, hein, moi ça. Voilà, il faut pas s'étendre trop sur ces sujets-là et respecter un petit peu les chaussures de chacun. Si vous arrivez à trouver des photos de moi avec ces chaussures-là, bon courage puisque il n'y en a pas. Donc, on s'est longtemps dit, si tu surélèves le talon, tu vas mettre moins de tension sur ton tendon d'Achille. Donc, a priori, c'était censé être un outil de prévention. Et puis, on a eu pas mal de publications qui nous ont dit, ouais, mais
finalement, on va regarder le taux de blessure. Et on n'a pas plus de blessures quand on a du drop sur le tendon d'Achille que quand on n'en a pas. Ah, pour le tendon d'Achille. Pour le tendon d'Achille, que tu aies du drop de la talonnette ou pas de talonnette, finalement, il n'y a pas de différence, ou très très peu de différence, en tout cas c'est pas significatif, en termes de blessure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un tendon... C'est contre-intuitif. Hein. C'est, encore une fois, hyper contre-intuitif. Qu'un tendon, ça a besoin d'être soumis à des contraintes. C'est-à-dire que plus tu le soumets à des contraintes, et plus finalement, il s'adapte. On a des travaux de mémoire, je vais vérifier, mais pour moi, c'est un auteur qui s'appelle Nielsen. J'ai la diapo, j'en parle à chaque formation, mais alors à chaque fois, je suis obligé de regarder la diapo parce que j'oublie son nom. Il me semble que c'est une étude de Nielsen en 2016 qui nous montre que finalement, quand tu remets un pied en drop zéro, donc vraiment pied complètement à plat, qu'il ait une tendinopathie, pas de tendinopathie, ça à la limite on s'en fout. Tu le remets en drop zéro, effectivement, tu vas avoir plus de traction dessus. Mais ce plus de traction, il va se traduire très rapidement, à échelle de quelques semaines, par une meilleure adaptation du tendon. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de fibres de collagène qui vont être mieux alignées. Tu verras à l'échographie, quand tu as un tendon qui a une tendinopathie, finalement tes fibres de collagène, elles ont tendance à se croiser un peu. Donc là, tu vas avoir une réorganisation de tes fibres de collagène qui vont redevenir bien parallèles. Tu vas avoir une augmentation de la section du tendon, c'est-à-dire quand on le découpe et qu'on le regarde par-dessus, au lieu d'avoir un tout petit tendon, tu vas avoir un tendon qui va être un petit peu plus épais, donc entre guillemets, qui va être plus solide, plus à même d'encaisser la contrainte. En fait, finalement, quand tu remets ton pied à plat, tu remets un peu plus de contrainte, mais c'est ce qu'on fait nous en séance de kiné, quand on fait un protocole Heavy Slow Resistance ou un protocole de Stanish. Notre idée, ce qu'on fait en séance, c'est d'aller mettre de la contrainte dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre un travail excentrique, freinateur, et qu'on va mettre beaucoup de charge, beaucoup de poids. Un protocole Heavy Slow Resistance, donc qui a été produit par Jill Cook et son acolyte qui s'appelle Purdam. L'idée, c'est qu'on travaille autour de la 15 RM et qu'on aille jusqu'à la 6 RM. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une RM, la 1 RM, c'est le poids maximum que tu peux déplacer une fois. Par exemple, au niveau de mon coude, je fais une fois de la flexion de coude, je peux pas en faire une deuxième, je suis à ma 1 RM. Donc c'est un poids qui est très très lourd. Ma 6 RM, c'est le poids que je peux déplacer 6 fois. Donc c'est-à-dire que tu imagines que sur un tendon d'Achille, tu fais monter 6 fois la personne sur la pointe du pied, avec de la charge sur le dos, forcément, parce que sinon ça marche pas, et il pourra pas faire une 7e répétition. Donc sur quelqu'un de sportif, c'est un poids qui est énorme, qui est faramineux. On a des rééducations aujourd'hui qui se font avec des poids qui sont et des charges qui sont très 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 lourdes. Et c'est vraiment le gold standard. Donc c'est vraiment le protocole de prise en charge référence. Ça, c'est le protocole où on met excessivement de charge. C'est beaucoup plus efficace que de faire de la chirurgie du tendon. C'est beaucoup... Alors, la chirurgie peut se faire, mais souvent, quand tu as 1 an d'échec de prise en charge sur de la kiné, c'est plus efficace que de faire des infiltrations, c'est plus efficace que toutes les ondes de choc et tout ce qu'on peut faire à côté. Donc c'est vraiment le traitement qui est numéro 1 aujourd'hui. On a des travaux, Kanzgard entre autres, de toute façon des publis là-dessus, vous avez qu'à ouvrir PubMed, il y en a tous les 4 matins, c'est vraiment montrer, démontrer, redémontrer. Donc, en fait, ce qui se passe quand on met le pied à plat dans une chaussure, finalement, on lui rajoute un excès de contrainte. Mais comme ce qu'on va faire en séance de kiné, c'est exactement la même logique et la même problématique. Donc, mettre le pied à plat, finalement, c'est un outil, c'est une façon de faire sa rééducation, à la limite, sans faire de la rééducation. T'es un kiné, tu vas être un peu feignant, tu vas dire à ton patient, écoute, remets ton pied un peu plus à plat. Ah, mais je vais avoir vachement de traction dessus. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on fait pendant nos séances finalement. Quand on fait un protocole de Stanish ou un protocole Heavy Slow Resistance, ce qu'on va chercher nous pendant nos séances, c'est mettre plus de contraintes dessus. Donc c'est exactement la même chose. On va juste après moduler la durée des séances, moduler l'intensité des séances, moduler toutes ces choses-là. On a un webinaire qui arrive très bientôt avec l'INK où on reparlera un petit peu de tous ces critères-là. Ça sera passé quand ça sortira. Voilà. Et puis de toute façon, on pourrait peut-être le revoir en replay après pour ceux qu'on a loupé, ou alors si c'était pas aux bonnes dates par rapport à l'enregistrement de maintenant. Enfin, en tout cas, on va revoir tous ces trucs-là. Donc finalement, remettre le pied à plat, c'est plutôt bénéfique pour notre tendon d'Achille. Un autre truc qu'on a constaté, c'est que plus tu mets du drop sur une chaussure, et plus tu fais attaquer les gens par les talons. Ça, c'est une réalité. Alors ça peut être un point qui peut être quand tu as quelqu'un qui a une tendinopathie d'Achille qui est un petit peu réactive, principalement sur une tendinopathie corporéale. Le faire attaquer un petit peu par le talon, tu vas décharger quand même un petit peu les contraintes de ce niveau-là, et ça peut être une façon de le soulager.
Mais dans nos prises en charge, on a toujours cette première phase. D'abord, on diminue les contraintes et ensuite, on en rajoute. On diminue les contraintes d'abord pour diminuer la douleur et ensuite, quand la douleur a diminué, on peut attaquer la rééducation, la prise en charge et bourriner un petit peu plus le tendon. Donc en fait, le truc, c'est quand tu as une tendinopathie qui est aiguë. Quelqu'un, tu vois, tu vas aller courir, toi, ce soir après l'enregistrement du podcast. Tu vas revenir demain matin et tu vas avoir des petites douleurs dans ton tendon d'Achille. On peut se dire, bah, à la limite, on te met une petite talonnette, on va augmenter un petit peu ton drop, ça va te soulager peut-être un petit peu pendant quelques jours, éventuellement, et ensuite, on va renlever cette talonnette de manière à te remettre le pied un peu plus à plat, et à ce moment-là, on pourra rattaquer dans cette seconde phase. Souvent, quelqu'un qui a une tendinopathie qui est chronique, fait plusieurs mois qu'il traîne vraiment ses douleurs. J'ai eu un patient comme ça faisait 2 ans qu'il traînait les douleurs, il avait tout tenté, les infiltrations, les ostéopathes, les ultrasons, le Stanish qui était pas du Stanish, les séances avec sa femme qui était naturopathe, il avait enlevé les graines, le gluten, le sucre, voilà. Donc c'était il avait tout tenté en 2 ans. Le seul truc qu'il n'avait pas tenté finalement, c'était de remettre les pieds un peu plus à plat, de réagresser un peu le tendon, parce que il a mis du drop en se disant je protège. Puis en fait, il y a un moment où il faut aller sur de la réagression. Mettre une talonnette, ça peut être utile sur quelqu'un qui a de l'aigu. Par contre, quelqu'un qui est en chronique, tu vas directement le mettre plutôt pied à plat. Classiquement, ça fonctionne un petit peu mieux. Après, il faut moduler tous les paramètres de la séance. Mais en tout cas, dans la stratégie, ça fonctionne quand même un petit peu mieux. Le dernier petit point qui est important aussi, sur des tendinopathies, alors cette fois non pas corporéales, mais sur des anthésopathies, donc vraiment à l'attache du tendon sur le talon, c'est que souvent on a une problématique d'effondrement. C'est-à-dire quelqu'un, quand il est debout, au lieu d'avoir, on va dire, sa cheville qui est à peu près à 10 degrés de flexion en phase d'appui et puis environ 30 degrés de flexion au niveau du genou, c'est quelqu'un qui va beaucoup être effondré. Donc il va avoir peut-être 40-45 degrés de flexion de cheville et un genou qui va être fléchi autour de 50, 60, 70 degrés. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver des fois sur des coureurs qui ont tendance à avoir une course très très basse, qui sont vraiment très effondrés sur les jambes. Sur ces patients-là, en fait, si on rajoute un petit peu de semelle, un petit peu de drop, on a tendance à limiter l'effondrement. Il y a des mécanismes comme ça, de moments de force. Alors je suis pas forcément à même d'expliquer tout à fait tous les vecteurs de force, etc. Mais ça a été montré aussi qu'effectivement, quand tu as un petit peu de drop, du coup, tu as moins d'effondrement. Et ce moins d'effondrement, ça te soulage un petit peu ton patient, encore une fois, parce que les tendons, ils aiment pas être comprimés. Et plus tu as de la flexion dorsale de cheville, et plus ton tendon, il vient s'enrouler autour du calcanéum, il vient se comprimer, et il finit par être douloureux. Donc à ce moment-là, patient qui s'effondre, il augmente à chaque fois ses symptômes, il augmente ses contraintes, il augmente ses douleurs, et du coup, lui mettre un petit peu de talonnette, il aura moins de flexion de cheville, moins d'effondrement, moins de douleur, et souvent ça les soulage assez rapidement. Mais c'est pas toujours systématique. Encore une fois, il y a une réflexion toujours à avoir. Est-ce qu'on veut soulager un petit peu le patient? Est-ce qu'on veut augmenter les contraintes? Il y a une petite réflexion, un petit peu tout ça. Il y a souvent beaucoup d'idées reçues, encore une fois, chez les patients. Donc voilà, faut s'adapter un petit peu de ce côté-là, encore une fois. Ouais, en fait, nous, ce qu'on a peut-être tendance à penser, c'est j'ai une tendinopathie, ça me fait mal, j'arrête, quoi. Et en fait, non, il faut pas arrêter, il faut continuer, voire même il faut en mettre plus, quoi. Ouais. Quand tu t'arrêtes sur une tendinopathie, c'est les traitements qu'on avait dans les années 80-90. 80, j'étais pas encore kiné, mais dans les années 90, quand j'étais étudiant, on avait encore des tendinopathies qu'on plâtrait pour plus que les gens bougent. Alors c'est très bien, effectivement, ça bouge pas, t'as pas de douleur. Ça, c'est un premier point. Qui peut être positif, pas avoir de douleur, c'est plutôt sympa. Par contre, quelqu'un que tu mets à l'arrêt, tu le déconditionnes à l'effort. C'est-à-dire que tu vas perdre de la force et tu vas perdre de la solidité au niveau du tendon. Donc, ok, il a plus mal. Donc là, tu lui dis, t'as plus mal, super, tu peux reprendre le sport. Sauf que d'être à un niveau A, tu te retrouves à un niveau B qui est beaucoup plus bas, t'es beaucoup plus faiblard et tu vas être beaucoup moins à même de reprendre. Donc en fait, finalement, on avait dit l'autre fois, la sédentarité, c'est un peu un poison. Et sur la tendinopathie, il faut jamais que les patients s'arrêtent. Il faut qu'ils modulent l'effort, faut qu'ils en fassent peut-être un petit peu moins, mais à partir du moment où ils s'arrêtent, c'est le début des problèmes. Et un tendon, il perd très très vite de la résistance, très très vite du conditionnement, et pour le récupérer, on va dire qu'en l'espace de 3 semaines, tu vas perdre à peu près 20-30% de tes capacités. Par contre, pour récupérer ces 20-30%,
ça va te prendre 3, 4, 5, 6 mois. Donc, l'idée, c'est surtout pas d'arrêter, par contre de trouver la façon de moduler un petit peu les efforts, ce qu'on verra très bien sur la tendinopathie d'Achille, justement sur ce webinaire, que vous aurez en replay si encore une fois on n'est pas sur les bonnes dates. Mais l'idée, c'est toujours de réussir à faire courir les gens, de solliciter quand même un petit peu, sans générer trop de douleur. Donc là, on a encore une fois une grosse table de mixage devant nous, et il faut régler un petit peu tous nos curseurs en disant bah ok, je vais faire un peu plus de telle chose dans ma séance d'entraînement, je vais courir tant de temps, je vais courir à telle intensité, à telle vitesse, sur tel type de sol, avec tel type de chaussures. Et en gérant cette équation, on arrive à moduler la douleur et à être moins sensible. Tu vois une tonne, tu vois, au tournement, moi j'en vois pas une tonne, mais j'en vois beaucoup, mais qui galèrent, mais pendant des mois, voire des années avec leur tendinopathie, qui se disent j'arrête, je reprends à moitié, et ils s'en sortent jamais, quoi. Ils s'en sortent jamais. Et puis souvent il y a aussi une mauvaise. T'as les gourous de tout après. T'as les gourous de la talonnette, t'as les gourous de l'ostéo, t'as les gourous de tout ce que tu veux. Et t'as aussi des fois un vrai défaut de maîtrise, malheureusement un petit peu chez certains confrères, consoeurs, sur certains protocoles type Stanish. Quand il y a des patients, je leur dis, vous avez fait du Stanish? Ouais, j'ai fait du Stanish chez un collègue, et puis on me dit, ouais, je me suis mis au bord de la marche, puis je suis monté, je suis descendu. Alors Stanish déjà, c'est faire que de l'excentrique, c'est-à-dire que tu montes pas, tu vas monter sur l'autre pied éventuellement, mais tu fais que la descente. Ensuite, commencer directement sur une marche, aller vers de l'excentrique, c'est là où tu vas avoir le plus de compression, le plus de traction sur le tendon, et c'est là où tu vas générer peut-être le plus de symptômes douloureux. Donc, faut réussir à commencer à une vitesse lente, avec pas forcément de poids, éventuellement une petite cale sous le talon pour travailler plutôt en course interne, et ensuite gérer toute la production. Pas la production, mais toute la progression. Ensuite, un Stanish, faut pas oublier, Stanish, il le décrit, ça se fait 7 jours par semaine. Donc tu fais une séance tous les jours. Si tu fais que tes séances 2 fois par semaine quand tu as tes rendez-vous chez le kiné, ça veut dire qu'il te manque les 5 séances que tu aurais dû faire à la maison. Donc, très souvent, quand on a des échecs en kiné, c'est que soit on a une mauvaise compréhension du protocole, une mauvaise réalisation du protocole ou une non-adhésion du patient aux exercices qu'il doit faire chez lui. Mais voilà, si on reprend les choses un peu plus dans les règles, on augmente, on n'a jamais 100% de réussite, c'est illusoire, on peut pas avoir de 100% de réussite, mais on augmente très fortement nos chances de réussite. Et classiquement, dans 80-90% des cas, on doit très rapidement avoir des résultats et des bons résultats. Mais c'est vrai que malheureusement, sur la prise en charge des tendinopathies, on a très souvent des errances médicales avec beaucoup d'idées reçues et beaucoup de mauvaise gestion. Des patients qui s'arrêtent, qui reprennent très fort, qui se réarrêtent, qui redémarrent, qui vont faire des trucs qui n'ont rien à voir ou qui n'ont pas une vraie valeur scientifique prouvée sur le truc. T'as des mecs qui arrivent en disant je me suis cellophané des feuilles de chou autour du tendon, des trucs, c'est ma grand-mère qui m'a dit de faire ça. On a des trucs complètement fous. J'ai une patiente qui est revenue un jour, c'était pour des douleurs de dos, mais ça me fait hurler des fois finalement l'errance médicale que peuvent avoir certaines personnes. Elle m'a dit je suis allé voir un rebouteux en Bretagne pour mon dos, c'est très spécial, faut se mettre complètement nu, il vous inspecte à fond. Je me suis dit ouais, je me suis dit, mais ça veut dire quoi, vous inspectez à fond quand vous êtes toute nue? Je trouve ça un petit peu bizarre. Et là, elle te dit, c'est un peu spécial, parce qu'après, il vous crache sur le dos, il étale sa bave, ça fait de la chaleur, on est vachement bien, et j'ai payé 200 balles la séance. Et là, je me suis dit, mais moi, à 200 balles, bien sûr que je le paye, et plus jamais j'ai mal, parce que j'ai pas envie qu'il recommence. Ça, c'est une évidence, personne me crache sur le dos. Donc, à un moment, il faut aussi un petit peu, c'est en ça que la formation en kiné, se documenter déjà un petit peu, se renseigner, s'auto-former, revenir sur des formations, ça nous permet aussi de trier un petit peu quels sont les entre guillemets les traitements, bons traitements validés qu'on a sur des guidelines. Ça c'est des trucs qu'on présente. On a des recos de 2024, il me semble, sur la tendinopathie d'Achille de Kileni. Qui sont prouvés, validés, démontrés avec des conférences de consensus, avec tout ce qu'on veut, et qui nous gradent un petit peu de A à E la qualité de chaque intervention thérapeutique qu'on peut avoir, encore une fois. Et donc ça permet de se dire ok, ça je sais faire, et c'est vraiment le truc qui a le plus de chance. Ça je sais le faire aussi, mais finalement c'est peut-être
ce qui est un peu plus à la marge du traitement. Est-ce que je vais utiliser vraiment en complément du complément en dernière intention. Des fois, par exemple, les ondes de choc, ça peut être très très bien. Les ondes de choc, c'est jamais un traitement seul. C'est un plus dans un traitement qu'on va faire avec, encore une fois, Stanish ou Heavy Slow Resistance. Des ondes de choc, j'en fais parce que c'est une demande qu'on a, hein, nous, dans notre secteur. Les médecins sont très friands de ça. Mais une séance de kiné, ça s'arrête pas. Je mets mon coup de marteau et ciao, bye bye, et j'ai pris de la thune. Non, c'est un peu plus complexe que ça, Ça a l'air. quand même. Ouais, c'est vraiment la blessure où tu as l'impression qu'il y en a plein qui s'en sortent pas. Et j'ai Ouais. l'exemple d'une nana qui est avec nous et qui est kiné du sport et qui se la traîne depuis 2 ans, quoi, ou un truc comme ça, quoi. Qui arrive pas à Ouais. revenir, qui revient, qui repart. Et pourtant, c'est super. Après, encore une fois, il n'y a pas toujours que le pro aussi, hein. Il y a tout ce qu'on fait pendant les séances et puis tout ce que le patient fait aussi en dehors des séances. Hein. Donc il y a un moment où il y a un truc qui s'appelle l'alliance thérapeutique. Il faut qu'on travaille main dans la main, en confiance, et que un traitement, ça se co-construit avec le patient, et que soit le patient veut s'investir et va suivre finalement quelques recommandations. Ah, il peut avoir des demandes. La demande, ça peut être par exemple ton ami, elle va dire moi je veux courir et je veux aller au club d'athlètes, je veux faire des séances. Ok. Il y a des choses qui peuvent être négociables, moins négociables chez certains patients ou patientes. Ok, à nous de nous adapter dans ce cas-là à cette demande qu'elle peut avoir, lui dire ok, tu peux aller sur la piste d'athlète, mais peut-être que écoute, fractionné long, ça passe, ouais, ok. Combien de séries ça passe, ouais, ok. Et puis fractionné court, tu vas être plus rapide, tu auras quand même plus de contraintes sur le tendon. Plus ta vitesse augmente, et plus finalement tes contraintes sont importantes sur le tendon d'Achille. Ça, c'était montré par une autrice qui s'appelle Starbucks, donc elle a un nom qui est facile à retenir. Publication, il me semble, de 2023 de mémoire, qui nous montre qu'effectivement, au-delà de 16 km/h, tu commences à avoir une augmentation qui est très très importante dans ton tendon d'Achille et dans ton aponévrose plantaire. Donc à ce moment-là, on peut dire ok, essaie de courir, mais essaie pas forcément de dépasser tes 16 km/h parce que c'est là où tu vas être le plus sollicitant, le plus irritant pour ta séance. On sait aussi, les travaux de Tim Gabbett, qu'on a des temps de récupération et qu'un tendon, il a besoin d'avoir au moins, pendant 24 heures, quand tu le soumets à un gros effort, les 24 heures qui suivent, il va être moins résistant. Qu'il soit sain ou pathologique, il va être moins résistant pendant 24 heures. Au bout de 48 heures, il est un petit peu plus résistant qu'il ne l'était avant. Donc ça, c'est un point qui est positif. Ça veut dire que tu fais pas 2 séances intenses 2 jours de suite. Mais en termes de planification, tu vas le faire par exemple le lundi et tu vas attendre le mercredi avant de refaire une séance un petit peu plus intense. Parce que tu vas tomber sur un tendon qui sera un petit peu plus solide et ça évitera de tomber sur une phase où il sera un peu plus réfractaire. Voilà. Donc ça, c'est ces petites choses qu'il faut maîtriser aussi dans la planification des tendinopathies parce que c'est important. Après, on a des fois des patients, on a tous eu en kiné, qui vont te dire le vendredi, t'essaies de caler, vraiment de cadrer les choses en disant bon, ce week-end, ok, il y a la sortie, il y a l'entraînement, il y a la course. C'est surtout les coureurs qui font comme ça. Écoute, moi je vois beaucoup de coureurs, donc je te dirais que c'est un truc qui est très 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 fréquent chez les coureurs. Maintenant, sur d'autres sports que j'ai, comme sur des patients golfeurs par exemple, tu dis au mec, écoute, un mec qui a une épicondylite, un droitier qui a une épicondylite latérale gauche, le mec tu lui dis, bon écoute, on va essayer de taper des fers plutôt courts et on va pas aller trop sur le driver parce que on sait que tu as un plus grand bras de levier et que tu vas avoir beaucoup plus de contraintes. Tu reviens le lundi, le mec qui a couru, il va te dire ouais, putain, j'ai un peu mal. T'as fait quoi? Ouais, le fractionné à fond, les côtes, le machin. Non, mais on avait dit la petite sortie tranquille avec les potes. Ouais, mais tu sais, les potes, ils m'ont chauffé un peu et puis on est parti. Le mec qui est au golf, il va te dire ouais, j'ai frappé des pralines au practice avec le drive. Non, mais on avait dit pas le driver là ce week-end parce que c'est tout le monde, j'avais besoin de me défouler, de taper des balles loin quoi. Oui, ok, pas de problème. Ou le patient qui te dit non, mais ça a été au niveau de mon coude, par contre j'ai mal. Ouais, mais j'ai pas fait l'entraînement. Bon, j'ai bricolé des meubles Ikea, j'ai vissé du meuble Ikea toute la journée. Donc il a vissé. On sait que c'est un truc qui est hyper contraignant pour le coude. Il a pas l'habitude de le faire et il a fait flamber ses douleurs. Donc
il Tous les faut qu'on patients, ait, quoi. Tous les patients sont on, insupportables et font pas ce qu'on vous dit, ce que vous il- dites, quoi. c'est pas qu'ils sont insupportables en fait, c'est que je pense qu'on n'a pas été convaincant, qu'on n'a pas réussi nous à passer le message comme il faut et que le patient a peut-être pas été en capacité de nous écouter. On sait qu'on a une étude, je crois, c'est de Terrail qui a montré, qui est assez récente, qui a montré qu'on avait que 20 ou 30% des patients qui respectaient finalement les consignes de leur kiné. Le jour où le chiffre montera un petit peu plus, on aura peut-être de meilleurs résultats. Ceci dit, ne jetons pas la pierre sur notre profession. 20-30%, c'est pas si mal. On estime par exemple qu'un traitement médicamenteux, donc prescrit par un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, donné par le pharmacien, il y a dans les meilleurs des cas 50% des patients qui le respectent à la lettre, et dans les pires des cas on redescend aussi à 30%, donc la même observance que chez le kiné. Donc ça c'est une vraie problématique, l'observance des traitements, et là encore on a des gros efforts à faire sur l'éducation thérapeutique et l'alliance thérapeutique. Ça c'est des mots qui sont très très à la mode, mais c'est important. Encore une fois, c'est pas juste le kiné qui dit et le patient qui écoute, c'est nous être en capacité d'écouter les besoins, les demandes de notre patient, de réussir à s'adapter et négocier un terrain milieu où tout le monde peut respecter elle plane, comme dirait Fernando Alonso. Petit rêve comme ça qu'on place gentiment pour ceux qui le connaissent. Quand t'es à l'agonie, t'écoutes plus facilement, c'est pareil. Quand t'es... Alors, j'ai envie de dire, même parfois à l'agonie, je suis pas sûr que tous nos patients nous écoutent, même à l'agonie, tu vois. Ça pourrait être, à parfois des patients qui t'écouteront mieux alors qu'ils n'ont pas grand chose que certains patients qui sont à l'agonie et qui sont pourtant à dire ça fait 2 ans que je galère, sauvez-moi. Bah écoutez, j'ai un plan pour vous, mais je vais pas du tout envie de le suivre. Ok, bon, alors c'est même pas l'agonie. Qu'est-ce que t'as comme blessure C'est quoi le classement des blessures pour un kiné dans la course à pied? C'est Achille le pire? On va dire c'est le deuxième pire, juste après le syndrome fémoro-patellaire, mais il se talonne beaucoup. Donc on est vraiment les 2 plus gros, c'est genou, syndrome fémoro-patellaire, tendon d'Achille. Après, on va retrouver les classiques plus ou moins dans le désordre, mais la bandelette iliotibiale. On va retrouver de la ponévrosite plantaire, de la périostite, ça touche énormément de gens. Même si c'est pas... alors c'est douloureux, mais ça n'empêche pas la pratique sportive la plupart du temps. Mais voilà, périostite, on en a beaucoup. Après, c'est vraiment là quand t'as fait tes 4-5 pathologies là, t'as vraiment géré la plus large majorité de toutes les pathologies du coureur. Les muscles, ils viennent pas te voir quand t'es déchiré, ils vont pas voir le kiné? Ouais, si, ça peut. D'ailleurs à ce sujet-là, si on peut passer le message à tout le monde, il y a une stat qui est intéressante. Alors, pardonnez-moi, j'ai plus l'auteur de référence, mais grosso modo, ouais, là je vais me faire allumer encore sur les réseaux, ça je sais. On va avoir tout un tas de commentaires très très sympathiques, mais on disait avant, grosso modo, t'attends que le muscle soit cicatrisé, donc 3 semaines, 6 mois, 3 mois, et puis ensuite tu commences gentiment ta rééducation. Ça a été montré à de nombreuses reprises par de nombreux auteurs, donc voilà, PubMed, n'hésitez pas à chercher, ça fonctionne très très bien. PubMed nous dit finalement plus tu prends en charge tôt et plus tu te prends en charge de façon agressive et mieux ça se passe. C'est-à-dire quand je dis tôt, c'est quasiment dès le jour de la rupture, on a des premières actions, alors déjà du bandage, du froid, des choses comme ça. Dès le lendemain, surlendemain, on peut commencer à placer le muscle en course interne, donc vraiment en position raccourcie, faire du travail statique intermittent. Et globalement, on peut attaquer du concentrique à partir de J5-6 à peu près, plutôt en course interne, protégé, et puis de l'excentrique vers J10. Et grosso modo, à 15 jours, 15 jours, on commence à être un peu intense. Et entre 15 jours et 3 semaines, on a une reprise sportive. Ça, c'est des choses qu'on voit sur de nombreux sportifs de haut niveau, sans forcément avoir recours à des produits interdits. Aujourd'hui, on a des protocoles où il faut prendre les gens très très rapidement en charge sur de la lésion musculaire. À titre d'exemple, quand tu prends en charge quelqu'un à J9, donc 9 jours après sa rupture, au lieu de le prendre à partir de J2, tu rallonges déjà ton délai de retour au sport de 30 jours. Donc déjà, ça veut dire que ton patient, à J9, donc 9 jours, c'est même pas une semaine et demie après sa rupture, elle est déjà prise en charge en kiné. Déjà, c'est 7 jours que tu as perdu. C'est 30 jours
de plus pour le retour au sport. Donc c'est très très long et c'est très très compliqué. Plus tu as une prise en charge qui est précoce, plus tu auras une récupération musculaire qui sera qualitative et plus tu auras un retour au sport qui sera très très qualitatif. Et rapide. Donc ça c'est des critères qui sont importants. Faut sortir de l'idée du truc. J'attends 3 mois tranquille. J'attends que ça cicatrise. En général, quand on ne fait rien sur une lésion musculaire, on a une cicatrisation qui sera de moins bonne qualité. Donc ça se voit très très bien à l'échographie avec vraiment un tissu cicatriciel, avec des images qui sont pas très jolies. On voit vraiment que les fibres sont très désorganisées, très opaques à l'échographie, ce qui est pas toujours très très bon signe. Et que finalement, un des traitements quand on a des lésions musculaires chroniques, c'est vraiment nous derrière, limite d'aller réagresser, je vais pas dire rebourriner et recréer une lésion, mais on est presque à ce niveau-là. C'est-à-dire quand tu as quelqu'un qui a une rupture depuis 6 mois et qui traîne des douleurs et qui n'a pas été prise en charge, quasiment faut l'attaquer avec des ondes de choc ou des trucs ou des exercices excentriques, enfin avec des trucs qui sont beaucoup plus agressifs parce que sinon on s'en sort pas. C'est la seule façon qu'on a de vraiment récupérer un tissu sain, c'est d'éliminer ce tissu cicatriciel qui va rester et qui va vraiment rester comme une trace au milieu. Ça par contre en lésion musculaire, ce qu'on a le plus chez les coureurs et dans plein d'autres sports type foot, rugby, etc. C'est vraiment la lésion musculaire des ischio-jambiers. C'est un grand classique chez nous. Et encore une fois, il faut que ce soit pris en charge le plus précocement possible. Plus on attend, plus le délai de retour au terrain, à la course va être long, quoi. C'est marrant parce que moi j'avais dans la tête que c'était ce qui pouvait arriver de pire en termes de temps pour revenir, c'était la déchirure musculaire. Que tu vois, que tu peux avoir des entorses, des ligaments, des machins, que tu arrivais à recourir assez vite, mais que dès que tu avais une déchirure, tu étais pris pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, que c'était la tuile de chez tuile, quoi. Alors, encore une fois, il y a plusieurs stades dans la lésion musculaire qui vont de quelques fibres qui pètent à un peu plus, à la rupture complète. Une rupture complète, ouais, quand tu as un ischio qui est complètement sectionné en deux, ok, là le délai risque d'être un petit peu plus long. Parfois, pourquoi pas passer par de la chirurgie. C'est plus rare, mais bon, ça peut arriver. En course à pied, de péter complet un ischio? Péter complet un ischio, j'en ai pas vu. Après, est-ce que ça veut dire que c'est pas possible? J'ai pas vu forcément tout. Encore une fois, je suis pas le mec qui a tout vu et qui sait tout. Mais par contre, avoir des ruptures partielles, c'est-à-dire que t'as un nombre conséquent de fibres qui a sauté sans forcément que ce soit total. Ça arrive très fréquemment. Alors, classiquement, les ischios, c'est le muscle de l'accélération et du sprint. Ouais, les sprinters, c'est de la vitesse, donc soit c'est le cas classique, c'est un échauffement qui va pas forcément être très qualitatif, donc ni en durée ni en qualité. Première accélération, en général, ça tient bien, tu vas faire un fractionné, tu vois, un petit peu, t'as couru 2 minutes vite fait, et puis t'attaques ton fractionné un peu fort. Premier démarrage, on va dire que ça pète pas là, parce que t'as encore un peu de résistance. Deuxième démarrage, le mec il part, et là, boum, l'impression d'un coup de couteau derrière la cuisse, avec une impotence, avec vraiment tu tiens l'arrière et tu marches plus. Voilà, on a tous cette image à la limite chez les footballeurs. Je me souviens de Christophe Dugarry, c'était Coupe du Monde 98, j'avais la chance d'avoir eu des places contre l'Arabie Saoudite, donc j'étais derrière les buts, et effectivement une des premières actions, il court vers l'avant, il tend sa jambe très vers l'avant pour aller essayer d'attraper un ballon qui était un petit peu trop loin devant lui, et là à la réception, il se tient l'arrière de la cuisse. Là, l'étudiant kiné que j'étais, j'étais avec mon père, je dis c'est bon, putain, il est claqué, c'est mort. Et puis en fait, bah oui, il s'est claqué, oui, il est sorti du terrain. Et les kinés déjà à l'époque faisaient du bon boulot, parce qu'il a pu récupérer relativement rapidement, il a pu rejouer pendant cette Coupe du Monde. Donc il a fait des efforts, il a réussi à revenir, il nous a aidé à aller gagner cette merveilleuse coupe, donc et nous faire vibrer lui et tous les autres. Il nous a fait vibrer au début, mais il nous a pas fait vibrer à la fin, mais bon, au début, ouais. Ouais, mais en tout cas au début, voilà, son but à Marseille était juste incroyable, quoi. Voilà. Mais encore une fois, les lésions des ischios, c'est un truc qui est très très fréquent chez le coureur. Et le classique, c'est les séances de fractionnés sur un démarrage. C'est des choses qui malheureusement arrivent, qui nécessitent une prise en charge graduée, organisée, mais ça se fait plutôt bien.
Ça se fait plutôt bien. Combien de temps une lésion classique? Combien de temps en combien de temps? Typiquement aujourd'hui, on estime que les gens ont une reprise du sport, alors hors compétition, au bout de 12, 13, 14 jours, sur un entraînement un peu léger, et ont des reprises à la compétition. Tu regardes sur des clubs de foot pro, les mecs à 2 semaines, 3 semaines, ils ont repris quoi. Alors ils sont peut-être pas au top du top du top, mais ça peut reprendre. Après, tout dépend de la gravité de la lésion, tout dépend de la fatigue générale. Il y a énormément de facteurs. Hein. On le voit sur certains joueurs de parisiens en ce moment, avec la grosse saison qu'ils ont eu l'année d'avant. Ouais, il y a des blessures, ouais, il y a des bobos, et je pense qu'ils sont un petit peu précautionneux sur les reprises. Mais de mémoire, on a eu certains matchs du PSG contre Barcelone. Il me semble qu'une année, Messi s'était claqué 10 jours avant, donc on s'était tous dit, super, Messi est pas là. Ouais, Messi il était là, il a fait un programme, il a réussi à revenir, il a réussi à nous faire un petit peu mal. Donc voilà, les retours au sport aujourd'hui sont vraiment raccourcis quoi. C'est incroyable, ouais, c'est incroyable. Sont vraiment raccourcis. Encore une fois, s'il y a une prise en charge qui est rapide et qui est efficace, qui est bien cadrée, bien bornée, mais ça aussi c'est des trucs, on a des protocoles aujourd'hui qui permettent justement de, pas dire de faire des miracles, mais en tout cas d'avoir des super résultats quoi. Incroyable. Écoute, encore un bel épisode je pense aujourd'hui. Ouais. On a bien rempli, on a changé un petit peu le programme en cours de route comme d'habitude parce qu'on a du mal à se tenir, mais c'est aussi ce qui est sympa dans ces échanges, je trouve, c'est de pouvoir justement partir sur t'as encore 2 secondes. Allez, 2, et puis après on a eu une super question sur Instagram cette semaine du formidable Mohamed qui a tous les records master en demi-fond. J'ai vu, un type super. Qui te demandait si ça avait du sens d'essayer de changer sa foulée quand on était après la quarantaine. Il disait qu'il y avait beaucoup de clubs d'entreprises où il leur faisait bosser la foulée en travailler la foulée. J'ai vu, j'ai échangé un petit peu là-dessus. Là-dessus, j'ai un point de vue. Pour moi, alors déjà, quelqu'un qui va bien, qui est performant, qui est pas blessé, change rien sur le principe, c'est très très bien. Un changement de foulée, on sait qu'il va te falloir déjà plusieurs mois pour t'adapter à un risque de blessure parce que forcément tu vas mettre des contraintes sur des zones qui sont pas tes zones que tu travailles d'habitude. Donc tu as toujours un petit risque de blessure. Considère que pendant plusieurs semaines, mais plus probablement plusieurs mois, tu seras moins performant parce que c'est pas ton schéma moteur de base, parce que c'est pas les muscles que tu as l'habitude de bosser. Donc tu vas perdre de la perf, ça c'est sûr. Donc partant de là, voilà. Est-ce que ça a un intérêt? Ça n'a pas d'intérêt en termes de prévention de blessures non plus. Et souvent en plus, donc l'exemple qu'il citait, c'est que souvent sur ces entreprises, sur ces trucs, les gens disaient faut courir absolument avant-pied. Mais ouais, c'est un dogme qu'il y a eu pendant un temps, entre autres avec l'apparition des minimalistes. On a dit il faut tout le monde mettre avant-pied. Puis en fait aujourd'hui, on s'en contrefout un petit peu. Alors ça dépend du patient, ça dépend de la situation. Quelqu'un qui a un syndrome fémoro-patellaire, on va peut-être chercher un peu plus ça. Quelqu'un qui a une tendinopathie d'Achille, on cherchera forcément un petit peu moins ça. Et pour moi, quelqu'un qui est pas blessé, laisse-le tranquille, ça ira très très bien. Par contre, effectivement, comme je lui disais, le point qui est pour moi important vraiment en éducatif sur tous les gens qui courent, qui soient débutants, confirmés, c'est vraiment d'essayer d'aller cadrer cette cadence. Alors encore une fois, quelqu'un qui va bien, je vais pas dire que je m'en fiche un peu, mais bon, on le laisse quand même. Mais quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui a des petits symptômes ou quelqu'un qui est pas toujours content, essayer de travailler un petit peu sa cadence, se retrouver entre 170 et 190 pas par minute. L'une des plusieurs méthodologies pour y arriver, la première c'est tu prends ton smartphone préféré et puis tu as plein d'applications, métronome dedans, et tu mets 170, 180, 190. Chacun a un peu sa fréquence préférentielle dans cet intervalle, donc faut pas forcément dire aux gens c'est 180 pour tout le monde. Tu as des gens qui seront mieux à 170, d'autres mieux à 190. La fréquence, moi. Alors les applis de running très souvent peuvent l'avoir. Si tu as une montre de running, tu dois pouvoir trouver dans l'appli qui va avec. Normalement sur ta séance, ça va te sortir ta fréquence. N'importe quelle montre aujourd'hui normalement va. Non, BPM c'est pas ça. Ouais non, BPM c'est plutôt en pas par minute, cadence. Mais normalement tu dois pouvoir retrouver ça. Merci. Donc ouais. Là j'ai couru hyper lentement, 150 et 167 max. Mais j'ai jamais regardé ce truc-là. Mais comment tu fais quand tu cours pour calibrer ce truc-là?
Alors, comment tu fais? Tu peux mettre un métronome, tu prends une appli D'accord. métronome. Et tu veux dire qu'à chaque fois que le truc fait Sur, tac, sur- il sur faut ton compter smartphone, le son. tu vas mettre un métronome, tu vas le mettre en bip, donc tu vas essayer de te caler sur les bips. C'est une façon de faire. Tu peux programmer sur beaucoup de montres, tu peux programmer un intervalle de cadence. C'est-à-dire que ta montre, si tu tombes en dessous d'une certaine cadence, ou si tu vas au-dessus, elle va vibrer, elle va te dire cadence trop lente ou cadence trop forte. Garmin, pour pas les citer, avait ce programme-là hein, qui mesure tes pas. Tu peux aussi, pourquoi pas, écouter une playlist de musique, donc tous les services de streaming musical. Si tu tapes dessus, running, cadence, tu mets un tempo, tu vas avoir des musiques avec la cadence qui va bien. Sinon, quand tu es à une même vitesse, donc tu essaies de te dire, tu es à 12 à l'heure, tu essaies de te dire, fais des petits pas rapides et tu vas voir ta cadence, elle va s'installer un peu plus rapidement. Concrètement, ta cadence, c'est un truc qui varie. Alors quand je dis varie pas, c'est toujours un peu à l'emporte-pièce, mais c'est un truc qui normalement, à partir du moment où tu es à 7,5, 8 km/h, elle va quasiment pas varier jusqu'à 18-20 km/h. Alors, attention, elle va avoir des petites variations pour les spécialistes de quelques pourcents, mais c'est pas énorme. Mais globalement, ce qui va varier quand ta vitesse va augmenter, c'est la longueur de tes pas, la longueur qu'il y aura entre chaque pas. Plus tu cours vite, plus tu vas avoir un espace entre chaque pas qui va être long. Par contre, ta cadence, elle va rester quasi la même. C'est vraiment la définition de ta foulée. Après, attention. Effectivement, quand tu es à courir très très lent, à la cool, avec des potes, vraiment le blabla run, tu peux avoir une cadence qui va être un petit peu plus lente que quand tu vas être en train de faire un fractionné, un 30-30 un peu plus énergique. Mais normalement, à partir du moment où tu es à 10, 12, 13 à l'heure, ta cadence doit quasiment pas varier. Après, encore une fois, voilà, regarde un peu plus, check un peu plus ta montre. Et ça, c'est un des outils. À peu près toutes les séances là, du marathon cette semaine où je suis à 2 à l'heure, 170 calés, ouais. Nickel, changé. Hein. C'est que c'est ta cadence, elle est bien ancrée. Et si en plus c'est régulier séance après séance, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que tu t'es dans les clous. Classiquement, une cadence plus lente, c'est quand même souvent sur des coureurs qui sont pas très entraînés, des gens qui courent pas forcément souvent ou régulièrement, etc. Maintenant, un coureur débutant, je pense qu'il faut tout de suite lui apprendre ces trucs-là. Quelqu'un qui prend un petit peu d'âge, c'est tout de suite ces trucs-là. L'un des points qui est très intéressant sur une cadence, ça te corrige souvent un peu tous les petits bugs, tous les petits bobos, parce que en fait, quand ta cadence se trouve dans cet intervalle, tu as une tendance à avoir une réduction des contraintes. T'enlèves à peu près entre 5 et 15% de contraintes, plus ou moins sur tous les tissus et les articulations. Ça, il y a encore une fois, il y a pléthore d'articles là-dessus. Rich Willy. C'est quoi la cadence qu'il faut? Tu m'as dit c'est pas 170, c'est 180, non? Entre 170 et 190. Alors c'est vrai que certains ont fait le raccourci en disant la moyenne c'est 180. Maintenant, après, tant que tu es dans cette fourchette, ça va bien et chacun un petit peu, fonction de sa taille, de sa vitesse angulaire, fonction de ses capacités motrices, on va avoir quelqu'un de plutôt très grand aura plutôt une cadence un peu lente que quelqu'un un peu plus petit peut monter un petit peu plus. Après, encore une fois, on a vu des triathlètes qui étaient certainement plutôt sur un profil vélo que sur un profil coureur, qui avait des fois des cadences. On en a des gens, on avait mesuré un mec qui était plutôt autour de 200-210 de cadence. Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, c'est un mec qui moulinait beaucoup quand il était sur le vélo. Il avait imprimé un petit peu ce rythme et donc du coup, ça se transposait beaucoup quand il était à la course. Bon, après, tant qu'il n'était pas blessé, tant qu'il n'avait pas de problème, finalement, laisse-le tranquille et ça se passe très bien. Donc on essaie de se caler entre 170 et 190. Et 190 pas par minute, exactement. Pour pas trop se blesser, pour être en forme, pour courir vite, etc., etc. En tout cas, pas trop se blesser, ça c'est une certitude. Être en forme, a priori, on sera peut-être un petit peu plus performant. Il y a un point qui est important, quand tu as une cadence comme ça, finalement, tu as moins de déplacement vertical, moins d'oscillation verticale dans ta foulée. Ça, c'est un petit phénomène, ça a été étudié. Quelqu'un qui a une cadence lente, il va avoir plus de déplacement vertical, il va monter et descendre un petit peu plus que quelqu'un qui a une cadence élevée. À l'échelle d'un marathon, sur un terrain complètement plat, ça peut représenter à peu près 2 km de dénivelé positif, 2000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est une vraie incidence sur la perf et sur tout ça. Donc c'est pour ça qu'avoir une cadence un peu élevée, c'est un point qui est plutôt intéressant. Alors, encore une fois, je sais plus où j'ai entendu ce chiffre parce que forcément on lit beaucoup. C'est un chiffre que j'ai entendu il y a des années et que j'ai gardé depuis des années, mais ça avait été étudié, montré. Voilà, encore une fois.
Pour ceux qui s'intéressent sur la cadence, on a eu une belle revue de littérature d'un gars qui s'appelle Rich Willy, qui me semble est sorti 2016 ou 2018 plus certainement, sur le sujet, donc qui a vraiment fait le tour de quels sont les bénéfices de la cadence sur le coureur. Donc ça, c'était un point qui était plutôt sympa. Sympa. Et bien écoute, encore un épisode qu'on voulait court et qui finalement a quasi doublé de durée. Ouais, donc, mais c'est bien, c'est que les discussions sont passionnantes. Merci beaucoup Jean-Cyril. Et puis, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode qui arrivera peut-être à tenir le format prévu au départ. Ça nous arrivera bien un jour.